Okay, now it's good. Ça met bien ou je le répète? Comment?
Il essaie de remplacer ma cette Merci. Mais tu vois, c'est fatigant parce que moi je trouve ouais, c'est
I need the microphone something for the people. Microphone is here. Okay. Sorry, I need to stop you. Okay, ladies and gentlemen, okay, Madame, welcome here. It's a pleasure for me. My name is Bernardo Innocenti. I'm the president of the biomedical filière. And I need only to talk 10 minutes. I will try, I will promise, but I'm lying. And I always like this occasion because I need to explain to the new people that want to become biomedical engineer where it's nice. I have a lot of friends that I see once in a while. And it's also nice to generate connection and link. And this is what I would like to emphasize today. But I have 10 minutes. So I will start with the introduction, and different from the previous year, because I mean, for also the people that come every year, they want to see new stuff. And they say, some people say, yes, it's true. We also start to provide some more detail on what you can also do here. Because it's nice to be biomedical engineer, but it's nice to also do it at your bed. It's nice also to do a PhD here. And so we have some of people, we have Adrienne Eduardo Ramsey, that will try to present in 5 minutes their 4 year of PhD done at your bed. As you know, biomedical engineer exists because we work in collaboration with clinicians. I will try to emphasize this. And to give even some more detail of what it means, we will have a clinician that we start to talk about a device that was developed here, is the Magus, you will see. And later, thank you also to the Foundation Michel Kremer that organized this. We have also the presentation of the project. Again, we project
Professor Jacques Deviere and Cécile. Last but not least, you need to understand that the aim of the game is to find a job after university. And most of the time you will work in industry. And we have a lot of collaboration with industry. And to explain this, we also have a previous student of ours, Elise, that will talk about what he's doing in the Biosems Webster, that I want to also thank for organizing this. So, first is biomedical engineers. What we can say about biomedical engineer that I didn't say last year or in the past? First of all is why it's important to be biomedical engineer, what you can do and how. And to say this, the first thing is why we need to, or why it's nice to be biomedical engineer. And when I talk about this as an engineer, I think that what is nice is to go work and have fun. Every day we have new opportunity, new stuff. And the best way to see this is identifying and develop and bring us to new stuff. And how we can measure the new stuff. In reality, it's quite easy because what we can see is check on the patent. And if you see the patent application, we see that medical technology is the first, and we also see that it's increasing versus time. So a clear indication that it's a field that is growing. But it's also true, like some of the engineers say, yeah, but this is 2019. Okay? This is 2021. And I checked yesterday because the next presentation we need to finish the day before. This is yesterday. And we checked even the European Patent Office and we say increase, yeah, a little bit lower. Don't forget we had the COVID that had some issue, but still growing, still innovation. Why we have also this innovation and why it is also nice and innovative? Because maybe if you start to work in the field, you can realize that you like some of this work or you interact with some of this. Because it's a really multifactorial field. We interact with a lot of players. We need to know also a lot of things to interact with all these people. And this is very important because it's really interdisciplinary field. And also looking online on Forbes or something, they also claim that it's top 40% of career for career satisfaction. I need to tell you something that maybe you don't like. In your life, you need to work a lot. If you make a calculation, it's 90,000, a lot of zero hour of work in our life. But Americans are crazy. They do a question for everything. They go to people and make interview. How happy are you? And apparently, our happiness of people that work in the field is 3.4 out of 5. So we cannot complain too much. Theoretically, they also reported that biomedical engineer has the best healthcare career. What is true? At the end, we need to bring food to our family. I also bring my family here. This is Belgium. You see the salary increase. We even see that we have a 10% income at 17 months, and in Belgium, usually it's between 7 and 8%, so even more of the average. And very important, I need to boost the fact that you need to do a master. Pay attention that if you want to be a biomedical engineer, do a master because you almost double your salary. So please continue studying and stop on the bachelor level. But what the biomedical engineer can do? He can do everything because I always tell to my student, yeah, maybe I'm biased, but really. What is the real work of the engineer? I mean, I don't know if you see the movie of Quentin Tarantino, there was Mr. Wolf and he solved the problem. That is the real work of the engineer. We solve problems. And the biomedical engineer solve problems in the medical field. And this is the issue is that to solve the problem, we need to know the problem. We need to talk with the people that know about the problem. And so you see that with Da Vinci Vitruvian, that is considered one of the symbols of the biomedical engineer, we need to talk about mathematician, physician, biologist, medicine, electronics, information, and other things. And the idea is that I want to produce innovation in the human health, in the healthcare at all levels. Because, I mean, it's true we innovate in terms of device,
And still today, we can even manage this or having hidden. We cannot see a prosthesis today. But also we innovate what is around. That was a very old surgical theater. Yeah, sterilization at the time was not an issue. And this is today where even bring out the surgeon. And we have a master slave robot to do the surgery. And we have even people here that do something like this. So innovation in the medical field, inside and outside. Hello, my friends. And how the biomedical engineering can do this? Mainly very easy, interacting, making connection. This is what we also want to do today. Between different fields, mainly, but not only, between two strange people that are the clinician and the engineer. We usually talk different languages, but we have the same aim. And the idea is really to bring these two together. And only if this is really fit, we can obtain the best in general. And this we also learn here at UAB. And in fact, we also structure the filiere in this way, having a president that is myself, an engineer, but having also a vice president that is a clinician, that now is in another country for conference and so on, the only guy that took. I still have time. And but if we want to see about the future of the biomedical engineering, this is also considering, if you look around, what is the next future, because we already teach this today, is, and you will see some examples also later, adding also the patient, because the patient is the real player, and we are going to work with him. So we change with this logo that I don't know the name, but I always use it. I should learn it maybe. Last but not least, again, you are here, thank you. You need to study with me a lot. But after, you need to work. There is space for you? Yes, there is space. In this, you are lucky because you see that in Europe, there is a lot of company. There is also a lot of money behind. This is 2021. This is the last report. They even increased, so no crisis for this. We have, okay, you always complain, but you are the CEO. You don't need to complain. And there is always more money, more company, more competition, more needs of smart people. And pay attention that Belgium is not the last. Consider that we are higher compared to France, if you like the competition. So we are really one of the most important countries in Europe. Consider that Europe is second only to US. And we have a huge competition, and we are quite competitor. And you will also see other people here that have their very important product born here, developed here, and sold worldwide. And with this, I want to finish telling that in reality, you saw a lot of field, you see a lot of interdisciplinarity, but the real game of the biomedical engineer is to talk to each other. Don't remain alone in your office. Work among office, take the phone, have meeting, talk with each other today, tomorrow, in the future, because only doing networking, and I want to thank you also, Alain, that taught me this some years ago, we can only grow together. And as I told you, I want to thank you, my group, because I don't work alone, and you to be here. And now, almost in time, I want to tell to Adrienne is the next one. Okay. Hello. Yeah, you are the master of ceremony. Okay. Oui, ça va, pas de souci. Je vais essayer de me faire en mode anglais sur le français. C'est pas concentrer. Voilà, donc nous allons ici avoir maintenant trois témoignages d'anciens doctorants, donc de trois doctorants qui ont défendu leur thèse doctorat au cours de l'année académique passée. Et donc, il y aura trois domaines différents. Donc, Adrien dans le traitement d'images et qui a défendu ça au sein du service
LISA et 2 autres dans le service BIMS, un dans l'équipe de Bernardo, donc ce sera plutôt dans le domaine des prothèses, et un autre dans mon équipe qui sera plutôt dans le domaine de l'endoscopie. Donc, Adrien, tu as la parole. Merci. Donc bonjour à tous. Donc pour commencer, pour avoir une chance de rester plus ou moins dans le timing, je vais commencer par simplifier un petit peu le titre. Dans ma thèse, on a regardé des données d'imagerie médicale, et les données d'imagerie médicale sont particulièrement compliquées. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce que les algorithmes d'intelligence artificielle doivent s'adapter aux particularités de ces données. Et en particulier, donc je travaillais sur des données principalement d'histologie, donc ce type d'images qui viennent d'échantillons de tissus qui sont pris par exemple lors d'une biopsie, et une image avec un microscope, ce qui fait qu'on peut zoomer dedans pour aller jusqu'à l'échelle des noyaux cellulaires, donc c'est des très grosses images. Et donc, quand on parle d'algorithmes d'intelligence artificielle moderne, en général, on parle de ce qu'on appelle les algorithmes de type deep learning, qui ont besoin, pour fonctionner, d'avoir accès à énormément de données d'apprentissage. Donc, c'est-à-dire qu'on doit leur donner un tas d'exemples d'images, avec aussi la prédiction qu'on aimerait bien que l'algorithme fasse par rapport à cette image. Donc, par exemple, le grade d'un cancer. Et pour que ça marche, on a besoin d'énormément de ces images, et donc énormément
Bonsoir à toutes et tous. Merci de m'accueillir, merci de m'écouter. Alors, je vais tenter de vous présenter ma thèse de doctorat en, non pas 180 secondes, comme le voudrait le mythique concours, mais en 500, non, en 300. Ça vaut ce que ça vaut. On verra ce que ça va donner. Alors, ma thèse a consisté en le design et le développement d'un capteur de force à 3 degrés de liberté, utilisant une technologie optique des réseaux à fibre de Bragg pour des applications endoscopiques. Et mon projet a porté le nom marketing de Light Knife, et on verra pourquoi à la fin de cette présentation. Mais avant tout, il vous disait que le futur de la médecine thérapeutique, c'est de manipuler des outils de chirurgie comme on manipulerait une manette de jeu. Je pense que la plupart d'entre nous n'auraient pas confiance de passer sur le billard. Mais si en plus je vous disais que non seulement le médecin opère à distance, mais il ne ressent même pas les forces qu'il applique pendant qu'il vous découpe, comme s'il portait des gants de cuisine pendant l'opération. Je pense vraiment qu'aucun d'entre nous ne foulerait le sol de l'hôpital. Et bien pourtant, voici à quoi ressemble la pratique d'un médecin endoscopiste. Une manette pour manipuler l'outil avec lequel il traite le patient, comme une manette de jeu. Un écran pour avoir un retour visuel de ce qu'il fait sans aucune sensation des forces qu'il applique, comme s'il portait des gants de cuisine, puisqu'il opère à l'aide d'un outil qui est distant. Regardez où sont ses mains. Alors, c'est bon pour le patient, évidemment, on ne le charcute plus, on ne l'ouvre plus, il récupère plus vite, mais ça vient avec son lot d'inconvénients. Parmi les techniques endoscopiques avancées, on a ce qu'on appelle la dissection en sous-muqueuse des tumeurs de tubes digestifs par voie endoscopique, dite ESD. Alors, cette technique gagne en popularité, on va voir pourquoi, mais avant tout, voici comment elle se déroule. D'abord, on marque la tumeur à traiter, la lésion, grâce à un couteau d'électrochirurgie. On gonfle à l'aide d'un liquide cette tumeur par rapport au plan du tube digestif pour faciliter sa découpe et sa dissection avant de l'enlever complètement. Cette technique a des bienfaits, comme je l'ai dit, notamment la résection en tumeurs, de tumeurs de peu importe leur taille et peu importe leur position dans le tube digestif. Et ça, évidemment, c'est un avantage, mais ça vient avec son lot de conséquences. C'est qu'on a un risque de perforation qui est accru, de saignement, et donc un risque d'allongement de la procédure, et donc des risques accrus aussi pour le patient, notamment parce que le médecin ne sait pas très bien quelles sont les forces qu'il applique, notamment lorsqu'il est dans une phase d'apprentissage de la technique. Et donc si on pousse trop loin, on perce. Ces difficultés rendent l'apprentissage de l'ESD malaisé. Selon certaines études, on dit qu'il faut au moins 30 cas supervisés, donc avec un mentor, pour pouvoir maîtriser la technique. Donc ça implique une série d'experts, de centres d'expertise des animaux avant de pouvoir aller sur l'homme. Certaines études parlent même de 80 cas supervisés. Vous l'aurez compris, c'est une technique qui est difficile, qui demande de la dextérité, et ce serait bien d'avoir cette courbe verte à la place de la courbe rouge pour atteindre les compétences visées plus rapidement. Et donc, la question de recherche, ça a été de quelles sont les solutions techniques finalement qu'on peut implémenter pour faciliter la diffusion de l'ESD au vu de ses bienfaits cliniques. Eh bien, mon projet a proposé de répondre à cette question de recherche en implémentant un capteur de force optique, en utilisant des fibres à réseau de Bragg, qui sont des fibres optiques de la taille, du diamètre d'un cheveu, directement incorporées dans l'outil de chirurgie lui-même, le couteau d'électrochirurgie, de sorte à pouvoir informer le médecin des trois forces, des forces qu'il applique dans ces trois composantes, FX, FY et FZ, en compagnie d'une interface qui est dédiée pour pouvoir lui véhiculer cette information. Alors, pourquoi les FBG? Qu'est-ce que c'est d'abord qu'un FBG? C'est une fibre de Bragg, donc c'est une fibre optique qui, sur une certaine partie de sa longueur, va renvoyer une longueur d'onde de lumière en fonction des déformations qu'on lui applique. Et donc, moyennant une calibration, on peut retrouver la force qui a causé cette déformation. Les FBG sont très petits, diamètre du cheveu, donc pour les dimensions endoscopiques de l'ordre de 2 mm, c'est parfait. Flexible, sensible, biocompatible, inerte d'un point de vue chimique. En plus de ça, robuste contre les interférences électromagnétiques que peut générer une électrochirurgie, la recette gagnante. En suivant une méthodologie de design, j'ai pu aboutir à un prototype fonctionnel équipé de 3 fibres à réseau de Bragg sur le pourtour du cathéter, le cathéter étant le tube en plastique qui protège la tige métallique qui fait la découpe. Alors, une fois le cathéter en main, il nous faut le calibrer en force, c'est-à-dire trouver le lien entre les 3 composantes de la force FX, FY et FZ et les longueurs d'onde
que nous renvoient ces fibres optiques. Alors, sur base des expérimentations, on se rend compte que les données sont en plus très non linéaires. Donc, il nous faut trouver un moyen d'avoir le lien entre les longueurs d'onde et les forces appliquées. Alors, on peut investir du temps humain. C'est rarement la solution qu'on choisit. On peut demander à ChatGPT. C'est la mode, on demande tout ce qu'on veut à ChatGPT. Mais plus sérieusement, on peut faire usage de l'algorithme de machine learning. Et c'est la solution qui a été optée pour ce travail, puisqu'on obtient des modèles qui sont performants et efficaces. Et surtout, nous sommes des ingénieurs, moins on calcule, mieux c'est. Alors, voici un exemple des résultats obtenus sur des forces inconnues après avoir entraîné le modèle sur des données de calibration, où on observe sur la courbe en rouge pour les 3 composantes de la force, les valeurs de force calculées par le modèle en comparaison aux valeurs de force expérimentales qui sont en bleu. Et on a une superposition qui est assez remarquable pour ce type de dispositif, avec un niveau de précision qui est dans l'ordre de grandeur de la littérature scientifique pour ces échelles de force de l'ordre du millinewton. Alors, on a le prototype en main, mais on a aussi une interface graphique qui a été développée directement à côté de la vue endoscopique que le médecin peut avoir pour pouvoir l'informer des forces qu'il applique pour éviter de perforer, mais également pour ajuster sa force lors de la découpe. C'est un peu à la manière d'un parc assistant, où on a des cercles concentriques pour rendre compte de la force axiale et un mode un peu Wi-Fi pour rendre compte des forces latérales. Alors, le design a été validé par notre expert ESD, ce qui est évidemment encourageant. Et j'en viens à la question que tout le monde se pose depuis le début. Pourquoi Light Knife? Si je devais résumer la réponse, si on manipule un couteau qui fait de la lumière et qui brûle tout ce qui tranche, vaut mieux avoir la force avec soi. Merci. Merci. Donc, on a beaucoup parlé des ingénieurs, on va parler un peu maintenant avec les médecins. Merci Alain. On a Jacques Guevier, mais je crois que j'en connais beaucoup parmi vous déjà, puisqu'il y a quand même maintenant une vingtaine d'années qu'on collabore. Et c'est la raison pour laquelle on collabore beaucoup, médecins ingénieurs. C'est peut-être aussi parce que la grande partie de notre activité comme gastro-entérologue, c'est d'être des chirurgiens manchots. C'est-à-dire, comme on vient de vous le montrer, on travaille par des voies naturelles avec un seul axe. Et donc, il faut être un peu innovant dans les techniques qu'on peut avoir pour avoir des interventions un peu plus sophistiquées. Alors, je voulais vous montrer un prototype, enfin une histoire, une petite histoire qui nous a amené à faire un medical device qui sert vraiment les patients avec une collaboration vraiment qui est, je renforce le fait que nous devons avoir une collaboration qui n'est pas une collaboration, mais une complicité et qui se base sur des idées médicales et des idées d'ingénieurs mélangées ensemble pour essayer de résoudre un problème un peu difficile. Alors, le problème dont on parle ici, ce sont des patients qui ont des diverticules. Donc, votre tube digestif, normalement, il est droit, hein, cela laisse passer les aliments, mais parfois, vous avez des diverticules. Celui-ci est dans le thorax, le long de l'œsophage. La bouffe peut s'accumuler là, et bon, on ne sait plus manger, on a des douleurs. Ou alors des poches comme ceci qu'on appelle des candy canes. C'est après des anastomoses, des gens à qui on enlève l'estomac
ou des gens qui ont des Roux-en-Y bypass dans le traitement de l'obésité, eh bien, ils ont une anse ici, puisque l'anastomose entre le tube digestif et l'œsophage se fait en terminolatéral. Alors, je ne vous explique pas pourquoi on doit le faire comme ça, mais c'est simplement pour qu'elle tienne. Et donc, il y a une poche comme ça qui peut être remplie de manière préférentielle et comprimer le tube digestif. Donc, tout ça, ça survient souvent chez des patients plus âgés et ça donne des symptômes qui rendent la vie vraiment misérable, avec de la dysphagie, des régurgitations, de la toux, une mauvaise haleine, mais surtout des pertes de poids, parfois des aspirations, parce que la nourriture reste dans le tube digestif et la nuit, quand vous vous couchez, elle remonte dans votre bouche, elle est aspirée dans les poumons et ça peut tuer des gens ou en tout cas leur rendre la vie vraiment difficile. Alors, le traitement par thoracotomie de ça, mais ça, c'est vraiment ce que nous détestons en tant que chirurgiens. C'est une maladie bénigne, donc on n'est pas en train de traiter un cancer. C'est des patients qui, par ailleurs, ont une espérance de vie tout à fait normale, mais on a 30% de complications et on peut avoir de 2 à jusqu'à 8% de mortalité. Alors, avoir un patient qui meurt de complications d'une chirurgie pour une lésion bénigne, ça, c'est vraiment les choses qu'on déteste le plus. Donc, c'est vraiment le groupe de pathologies où on a envie d'avoir un accès différent. Alors, déjà, il y a quelques années, on s'était intéressé au placement de magnets dans des diverticules comme ceci. Vous voyez, ça, c'est une radio de l'œsophage. Vous avez ce gros diverticule qui vient comprimer l'œsophage et on mettait des magnets de part et d'autre. Ce n'est pas ceux qu'on avait développés ici, c'est des magnets qui étaient disponibles pour un autre protocole. Et vous voyez que ces magnets, par nécrose par pression, en anglais on appelle ça pressure nécrose, ça veut dire que si vous appuyez sur 2 parois du tube digestif, mais aussi si vous appuyez sur votre doigt pendant 3 semaines ou pendant 1 semaine, eh bien vous allez avoir une nécrose. Si vous gardez la pression, tout simplement parce que la pression que vous donnez est supérieure à la pression capillaire de flux sanguin et donc interrompt le flux sanguin et induit une nécrose. Mais cette nécrose par pression, vous voyez, ça c'est le trou qui est créé par les magnets, permet en fait d'avoir ce trou qui se forme mais qui en même temps se cicatrise progressivement et empêche le développement d'une perforation. Alors, en faisant ça, ça nous aidait à faire ce qu'on appelle des septotomies, mais ça restait extrêmement difficile, à nouveau pour des chirurgiens manchots, de réaliser cette coupe du septum avec un risque d'hémorragie extrêmement important. Et donc, voilà un autre exemple, ça c'est ce que je vous appelais le candy cane, c'est simplement parce que ça ressemble au bonbon candy cane, hein, les roses et blancs. Eh bien, vous avez l'anse intestinale qui se retourne sur elle-même et quand le patient mange, la nourriture s'accumule ici et finalement, ça se vide par débordement, ce qui veut dire que dès qu'il essaye de manger un peu plus, il va vomir ou avoir des douleurs qui sont parfois extrêmement importantes. Alors, en se basant sur ce principe de nécrose par pression et sur l'idée d'un médecin et d'une infirmière qui aimait bien les fils de pêche, et puis d'un ingénieur dont le père était horloger et qui aimait bien les ressorts qu'on a pour remonter les horloges, on a dessiné ce système qui est en fait deux aimants. Et entre les 2 aimants, d'un côté, il y a un ressort qui est comme un ressort d'horloge qui peut être activé à un moment décidé. Et donc, une fois qu'il s'active, le fil ici va donner une pression. Alors, bon, pour moi, ça me paraît toujours simple, mais je me rends compte qu'il y a même pas mal de calculs derrière ça. Une pression qui permettra d'avoir cette pression au niveau du fil qui va couper progressivement, enfin en tout cas qui va ischémier progressivement le tissu pour amener à une section complète du septum. Alors le point suivant, c'est de nous permettre de l'amener dans le tube digestif, c'est-à-dire de monter sur un cathéter, mettre un système qui permet d'armer automatiquement ce système. Et donc, vous voyez que le principe est d'aller placer un aimant d'un côté et de l'autre côté de ce septum, de l'élarguer et d'activer le fil pour lui permettre d'avoir une pression progressive, ce qui va amener à la section complète de ce septum. C'est donc là qu'on fait qu'on a un concept qu'on aime bien, un nom qu'on aime bien, qui est de la slow surgery, c'est-à-dire qu'avec un acte ponctuel, qui ne demande pas d'hospitalisation du malade, qui demande juste une anesthésie et qui demande juste une procédure, eh bien, le patient va se traiter dans les 2 semaines qui suivent avec ce système qui va réaliser la section. Et une fois que la section est terminée, ces magnets sont libres dans le tube digestif et vont être éliminés spontanément. Alors, on a évidemment commencé, c'est l'historique habituel,
par des études au niveau de l'animal. On a essayé de voir histologiquement si on avait une section complète du septum, si on n'avait pas de risque de perforation. Et vous voyez, ça, c'est un des tout premiers cas que l'on a traité. C'est vraiment très innovant. Je crois qu'on n'a jamais eu de brevet accepté avec moins de questions. Et ça a obtenu d'ailleurs le prix de la meilleure innovation en endoscopie de la Société européenne en 2020. Alors voilà à nouveau un exemple. On va mettre le film en route. Voilà. Vous avez ici un diverticule, ici vous avez un candy cane. Voilà comment ça se passe. Ça, c'est un contrôle par radio. Alors vous voyez qu'on avance le système sur un fil. On libère le magnet proximal qui est manipulé par le gastro-entérologue dans la poche, tandis qu'on va reculer progressivement l'autre aimant pour venir accrocher ce deuxième aimant. Je vais vous le montrer 2 fois parce que ça vaut la peine d'être vu. Mais voilà, vous voyez, on était un peu fasciné par ce système. On savait que les aimants s'accrochaient, mais ce qui est vraiment bien, c'est qu'une fois qu'ils s'accrochent, eh bien, vous voyez que juste après, on vérifie qu'ils sont bien en place, qu'il n'y a pas de perforation. Alors voilà un exemple. Vous voyez la poche que l'on veut traiter. Ça, c'est le septum qu'on veut couper. Vous voyez en radio cette poche qui se remplit de manière préférentielle. Et voilà, ici, vous avez une vue endoscopique. Ça, c'est l'endoscopiste qui amène l'aimant dans la poche. L'autre aimant qui est ramené au niveau du versant contralatéral de la paroi. C'est sous endoscopie qu'on vérifie que les 2 aimants sont bien attachés. Il est évident qu'ils doivent être bien attachés, ou sinon, s'ils ne sont pas bien attachés, ça pose un problème parce qu'ils risquent de migrer chacun de leur côté et de faire un trou là où on ne veut pas qu'ils fassent un trou. Alors, vous voyez, quand ils sont largués, une fois qu'on les largue, il y a une activation immédiate du fil de coupe. On s'en va avec l'endoscope et vous voyez ici, au moment du largage, vous voyez le guide et le fil de coupe qui est activé ici. Vous voyez directement la pression qui va se mettre. Alors ça, c'est la pression, ça c'est l'image au départ et ça c'est l'image à la fin. Et vous voyez cette ligne ici, en fait, c'est la cicatrice du septum qui a été coupée et qui est coupée complètement. Donc ça, c'est une procédure ambulatoire qui dure 1 heure et qui remplace une chirurgie qui comprend l'ouverture du thorax et l'ouverture de l'abdomen. Ça, c'est vraiment ce qu'on aime bien. Ça, c'est une image avant-après. Et alors, vous savez que nous, la médecine n'est pas une science exacte, et donc on aime bien les scores pour essayer d'avoir des scores qui nous donnent une valeur un peu plus objective de l'amélioration des patients. Alors, vous voyez, ça, c'est une première série de 14 patients, de 13 patients qu'on a pu suivre parce qu'un est décédé entre-temps d'une autre cause. Et vous voyez la dysphagie, donc la difficulté à déglutir, la douleur qui est réduite de manière majeure, le score de qualité de vie. Alors, le score de qualité de vie, il faut savoir qu'une augmentation de 10 dans un score de qualité de vie est une amélioration majeure. Et vous voyez qu'en 3 mois, on a une amélioration très importante du score de qualité de vie physique, mais aussi une augmentation du bien-être mental des patients, ainsi que toute une série d'autres scores. Il n'y a pas eu d'effet secondaire significatif. C'est une procédure qui se fait en ambulatoire, qui est relativement facile à réaliser par rapport aux techniques compliquées qu'on vous a montrées de dissection sous-muqueuse. C'est une indication de niche, mais comme c'est une technique qui permet de faire face à un besoin qui n'est pas rencontré par les techniques actuelles, ça a une adhésion mondiale par les gens qui sont face à ces patients. Et donc, quand on a publié ça, on a reçu des tas d'emails venant des 5 continents, non, des 4 continents. En Antarctique, on n'en a pas eu beaucoup. Mais demandant s'ils pouvaient avoir ces systèmes. Donc, les applications futures de ces magnets intelligents pourraient être aussi, par exemple, la réalisation d'anastomoses. Donc, vous savez, par exemple, que pour le traitement du diabète ou de l'obésité, on aime bien, une des techniques chirurgicales est de faire une anastomose entre l'estomac et l'intestin grêle pour bypasser la région du duodénum qui est impliquée dans toute une série d'événements métaboliques, du diabète,
maladies du foie. Et donc, on pourrait, grâce à ça, envisager de réaliser ce type d'un instrument. Alors, c'est donc un device qui est simple, qui vient vraiment de la collaboration qu'on a pu avoir, de la complicité qu'on a pu créer, avec des indications de niche, mais qui pourraient être étendues de manière importante, puisque c'est quelque chose de nouveau et que beaucoup de gens en ont envie. Reste maintenant à surmonter les barrières de régulatoire, en particulier avec les difficultés actuelles du CIMA. Alors, ben voilà, en fait, ce que je voulais souligner, c'est que ça a aussi le fait de s'amuser en travaillant, de développer des instruments qui sont utiles pour les patients. Ça a aussi un rôle académique, puisque ce travail a été associé à 2 thèses, une d'un ingénieur, une d'un médecin, et des études cliniques sont actuellement en cours pour obtenir le marquage CE et l'approval de la FDA aux États-Unis. Voilà, je vous remercie beaucoup. Ceci dit, c'est un projet avec lequel on s'est vraiment bien amusé. J'espère qu'on continuera à s'amuser ensemble. Maintenant, nous allons avoir la présentation du projet majeur de la Fondation Michel Crémer que va vous présenter Cécile avec le pointeur. Bonsoir à tous. C'est un projet qui est soutenu par la Fondation Michel Crémer, qui remplit 3 missions. Donc, la première, c'est de soutenir des recherches. Donc, il y a un certain nombre d'étudiants, de doctorants, même un postdoc qui est soumis par la Fondation, de partager les résultats de sa recherche. Et le troisième projet, c'est de construire un centre d'innovation médicale. C'est quoi un centre d'innovation médicale? Je vais essayer de vous l'expliquer en quelques dias. Ce sera pas en 5 minutes, un peu plus, mais pas beaucoup plus. Voilà, alors le centre d'innovation a pour objectif de rassembler dans un même endroit différents acteurs de la recherche. Donc, vous avez entendu parler de collaboration entre ingénieurs et médecins. Eh bien, c'est vraiment la vocation du centre. C'est de se trouver juste à côté d'un hôpital pour favoriser les collaborations et faire en sorte qu'elles puissent aller plus vite. Alors, plus vite pourquoi? Donc, c'est accélérer les projets à chacune des étapes clés de leur développement, en partant d'un besoin qui est exprimé par un médecin ou quelqu'un d'une équipe médicale qui va aller voir un ingénieur. Et l'ambition de ces équipes médicales, c'est de pouvoir accélérer le moment où elles viennent avec ce besoin jusqu'au moment où elles vont pouvoir utiliser les outils qui auront été développés au chevet des patients. Donc, l'idée, c'est vraiment de raccourcir tout ce cycle dont vous avez vu une partie ici au niveau de la recherche, mais qui après peuvent comprendre bien d'autres phases que normalement vous voyez dans vos. Alors, qui sont les bénéficiaires de ce projet? Donc, évidemment, les équipes qui sont demandeuses, les équipes médicales, mais aussi les chercheurs, ingénieurs, scientifiques qui vont travailler sur ces projets. Au final, c'est pour soigner mieux les patients, donc ça, vous l'avez bien compris, et aussi les porteurs de projets, parce que ces projets de recherche, comme vous l'avez vu, peuvent déboucher sur la création de sociétés spin-off ou même de start-up, sans passer par la phase de recherche, ainsi que tous les sous-traitants et fournisseurs qui sont concernés. Alors, ce que ce centre va faire, c'est rassembler un écosystème avec des expertises techniques, de marché, tout ce qui est nécessaire pour accélérer le développement des projets et aussi des ressources financières, parce que ces sociétés vont avoir besoin de fonds pour pouvoir financer des chercheurs et développer leurs activités. Alors, l'organisation que nous préconisons pour le centre, c'est d'avoir une occasion physique qui se trouve juste à côté d'un hôpital. Vous le verrez, parce que je vais vous montrer quelques images dans 2-3 slides. Une expertise. Vous avez vu ici Jacques Devière qui a parlé d'un projet porté par le BNDC. Le service BIMS a développé d'autres spin-offs, donc Endotools Therapeutics, Nice Médical, encore d'autres.
Et cet écosystème va travailler en partenariat avec toute une série d'acteurs, donc l'Université de Bruxelles, l'Université de Mons, l'Université de Liège aussi pour les essais sur animaux, des centres de recherche, donc Multitel qui est basé à Mons, et d'autres acteurs plus économiques comme le Bioparc, qui est un incubateur et qui va faciliter le développement de spin-off, WSL qui va assurer des formations, des investisseurs publics comme Wallonie Santé ou encore d'autres acteurs. Et tout ça pour faire quoi? Pour avoir une offre intégrée à la fois d'infrastructures. Donc, on va héberger des chercheurs, on va héberger des spin-offs, des startups, offrir tout ce qui touche l'organisation du travail avec évidemment des salles de réunion, des salles de coworking, mais aussi des services qui sont dédiés à cette activité du développement de technologies médicales. Alors, les services propres, ça va être du conseil, ça va être l'organisation de formation, parce que quand on développe ces outils, mais il faut former les équipes médicales à utiliser ces dispositifs. Et donc, ça ne se fait pas comme ça. On ne peut pas dire, voilà, moi j'ai une idée géniale, je vais développer un outil, n'importe qui est capable de l'utiliser. On va aussi apporter un support en back-office pour les activités de recherche clinique et des supports administratifs, des services en partenariat, j'en ai parlé. Et là, vous avez la liste de toutes les infrastructures qui sont proposées. Ce qui est intéressant dans le cadre de ce projet, c'est qu'il y aura des infrastructures spécifiques dédiées à la recherche. Jacques a tenu à ce qu'on ait des salles de simulation sur lesquelles on va pouvoir tester les dispositifs et assurer la formation des équipes. Il va y avoir un auditoire aussi, pouvoir former les équipes médicales en live. Un médecin opère, comme vous l'avez vu, et pendant l'intervention, explique et forme des équipes à l'utilisation de ces dispositifs et d'autres salles techniques pour la conception et le développement des prototypes et des essais. Alors, dans quel domaine? Donc, on va héberger des chercheurs des universités qui vont travailler dans le domaine de l'instrumentation, aussi avec une composante qui est liée à l'éco-conception. On va travailler sur le développement d'outils qui vont être respectueux de l'environnement, qu'on va pouvoir réutiliser. Et aussi, nous avons un partenariat dans le domaine de l'intelligence artificielle avec la faculté de médecine et en particulier le laboratoire de médecine expérimentale qui est basé à Charleroi et qui fait partie d'un projet européen dont la mission est de développer l'intelligence artificielle dans le domaine médical. Alors, un bâtiment, donc un terrain, qui se trouve juste à côté de l'hôpital, pour ériger un bâtiment qui va faire 2000 mètres carrés pour répondre aux besoins. Et donc, le bâtiment va se trouver sur le terrain repris en orange, là. Les prochaines étapes, ça va être demain, puisque nous saurons si nous pouvons commencer à travailler avec notre équipe d'architectes et de bureaux d'études. Donc, nous sommes rentrés dans des procédures de marché public. Je vais vous épargner les détails, parce que voilà, ce n'est pas toujours super intéressant. Mais demain, nous pourrons choisir notre architecte. Et nous espérons pouvoir déposer les plans et obtenir l'accord des instances concernées au mois de septembre de l'an prochain, pouvoir choisir un entrepreneur général qui va vraiment construire le bâtiment en janvier 2025. Et l'équipe que nous avons choisie nous propose de réaliser ce bâtiment pour le mois de mars 2026. Voilà. Et donc, on espère qu'il pourra vous accueillir peut-être certains d'entre vous comme chercheurs pour travailler dans ce centre. Alors, quelques images ici du centre qui va se trouver à Charleroi, juste à côté de l'hôpital Marie-Curie. Là, qui ont été faits, quelques visuels de l'accueil, des salles de laboratoire. Et en conclusion, mon objectif était de vous expliquer ce que c'était que ce centre, de voir s'il y avait un intérêt parmi vous, et je reste à disposition pour vos questions. C'est juste là.
Voilà, donc maintenant, place à l'industrie. Et donc, Élise a effectué son mémoire de fin d'études l'année passée dans notre service et maintenant chez Johnson & Johnson. Donc, elle va vous raconter ce qu'elle y fait. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Elise Gutterman. Je travaille chez Johnson & Johnson MedTech et plus précisément chez Biosense Webster en tant que support clinique. Donc, le but de ma présentation aujourd'hui, c'est de vous en apprendre un peu plus sur le MedTech. Car moi, personnellement, en sortant de 5 longues années d'études, je ne savais pas trop en quoi ça consistait. Et je ne savais pas trop quoi faire après. Certes, je voulais travailler. Je ne savais surtout pas ce que je voulais. Je savais surtout ce que je ne voulais pas faire, mais voilà, pour le reste, c'était un peu flou. Donc, je ne voulais pas forcément faire de PhD et la consultance ne me parlait pas trop. Et j'avais l'impression que tout ce qui restait, c'est de la recherche dans une start-up, par exemple. Et j'avais certains critères de travail. C'était en fait de trouver un travail qui avait du sens et qui était très pratique et qui mettait finalement en pratique tout ce que j'avais pu voir pendant ce master biomed. Les critères aussi, c'était de trouver une équipe pas trop grande, assez chaleureuse et familiale. Parce que j'avais fait mon stage dans une start-up et j'avais beaucoup aimé le fait que, certes, il y a une hiérarchie, mais finalement, je me sentais proche de tous les postes dans cette compagnie. Donc voilà, ça, c'était mes critères. Et bizarrement, je me retrouve chez Johnson & Johnson. Et voilà, je me suis dit que ça en valait la peine de venir vous expliquer comment ça se faisait. Du coup... Donc, je vais tout d'abord vous expliquer vite fait Biosense Webster, donc l'entreprise même, qui est donc un département de Johnson & Johnson MedTech. Et ensuite, je vais rentrer de plus en plus en détail parce que je me dis que c'est ça le plus intéressant en tant qu'ingénieur. On veut savoir vraiment qu'est-ce qu'il en est, quoi. Donc, je vais parler de l'électrophysiologie, qui est le domaine dans lequel je travaille quotidiennement. Et finalement, de mon job, qu'est-ce que je fais tous les jours, quoi. Donc, au sein de Johnson & Johnson MedTech, il y a plusieurs départements. Donc, on a tout ce qui est surgery, orthopedics and trauma et tout ce qui est cardiovasculaire. Et donc, voilà, juste pour vous montrer qu'il n'y a pas que ce que moi je fais, il y a beaucoup plus que ça. Et Johnson & Johnson, ce n'est pas non plus que la pharmacie et tout ce qui est pharmaceutique. Mais aujourd'hui, je vais que me focus sur Biosense Webster, évidemment, vu que je ne connais que ça pour l'instant. Donc, juste pour la petite histoire, en 1990, il y a un certain Américain, M. Webster, qui a fondé Webster Laboratories, qui avait comme philosophie d'être à l'écoute des médecins et d'essayer de subvenir à leurs besoins du mieux possible. Et un peu plus tard, en 1993, M. Shlomo Ben-Haim a fondé Biosense en Israël. Et Biosense a développé une technologie de cartographie 3D cardiaque et une technologie de navigation similaire au GPS, donc ce qu'on utilise en voiture, et qui permettait d'aider en fait les médecins à diagnostiquer et traiter tout ce qui était arythmie cardiaque bien plus facilement. Et donc Johnson & Johnson a trouvé que ces deux entreprises avaient l'air bien intéressantes, donc a décidé de les acquérir en 1998 et d'en faire un tout. Donc une seule entité, Biosense Webster, qui est donc une entreprise qui permet donc de cartographier le cœur en 3D et de naviguer dans ce cœur en real time. Et tout ça en étant à l'écoute de nos physiciens et de ce dont ils ont besoin. Donc, je vais commencer par la vidéo très américaine et très corporate pour vous présenter l'entreprise. Mais il y aura des vidéos par la suite qui vont suivre qui seront un peu plus intéressantes quand même. Intéressantes. Qui nous parlent un peu plus en tant qu'ingénieur. Voilà. Our hearts set a rhythm for our lives. It is the beat by which we live our day, helping us stay active and vibrant, and allowing us to live the lives we want. But that rhythm can change and become unpredictable, and sometimes even dangerous. When it does, even the everyday things seem impossible. At Biosense Webster, we are here to help. For more than 30 years, we have been advancing the treatment of cardiac arrhythmias, turning the impossible into the possible for both physicians and patients. From the beginning, we've partnered with physicians to expand the possibilities of patient treatment
Collaborating with the brightest minds, we push and challenge each other to break new ground. Think beyond the accepted and redefine what's possible in the treatment of cardiac arrhythmias. Our heart mapping technology and evolving suite of cardiac arrhythmia solutions are providing physicians with more options to identify, treat, and deliver care. At Biosense Webster, we see a future where cardiac arrhythmia never stands in the way. We don't accept impossible. We see it as the challenge to achieve something never done before, to change people's lives for the better, to discover a new possible. Voilà, ce sera tout pour la vidéo corporate. Donc, comme vous avez pu le voir, il y a un portfolio assez complet chez Biosense Webster qui comprend donc notre système le plus important, donc le système de navigation 3D, qui, grâce au cathéter diagnostic qu'on voit à côté, vont créer donc une carte 3D de l'anatomie du cœur et vont analyser tous les signaux électriques qu'on mesure à l'intérieur de ce cœur afin de trouver d'où vient le problème. Donc, qu'est-ce qui cause en effet cette arythmie cardiaque? Et une fois qu'on a pu diagnostiquer cela, on utilise les cathéters, ce qu'on appelle thérapeutiques, avec leur générateur pour venir ablater les cellules qui posent problème. Donc, une ablation, en fait, c'est une cautérisation. Donc, on vient brûler les cellules, on vient les détruire afin qu'elles ne posent plus problème. Mais ça, je vais rentrer en détail un peu plus tard. Et ensuite, on a d'autres solutions et d'autres produits qui permettent aussi juste de visualiser finalement l'anatomie plus facilement et de simplifier les procédures, tout ça, donc pour aider les médecins. Donc ça, c'était tout pour Biosense. Maintenant, un peu plus spécifiquement, donc l'électrophysiologie. Donc l'électrophysiologie fait partie de la cardiologie. Donc comme vous le savez tous, le rythme du cœur, c'est en fait simplement des signaux électriques. Et quand il y a une anormalité dans ce rythme, on appelle ça une arythmie. Et donc, c'est ça qu'on essaye de traiter chez Biosense. Donc, ça peut être un rythme trop rapide, ce qu'on appelle une tachycardie, trop lente, une bradycardie ou irrégulier. Et toutes ces arythmies créent des symptômes qui sont plus ou moins graves et dans certains cas peuvent être carrément fatales. Donc, le diagnostic est basé sur un électrocardiogramme. Donc, ça, c'est souvent le rôle du médecin c'est lire finalement l'électrocardiogramme qui comprend d'où vient le problème. Et ensuite, nous, on rentre en jeu pour la partie traitement où on vient donc faire une ablation avec le cathéter. Donc, comme je vous ai dit, on vient détruire en fait les cellules qui posent problème dans le cœur en les brûlant, donc en appliquant de l'énergie. Donc là, à nouveau, une petite vidéo, j'espère qu'elle fonctionne pour expliquer cela. Non. Il y a Wi-Fi sur le... Ouais, c'est un peu loin. Il faut aussi partager ce point. Je pense. Bon, ça, c'est un petit peu. Donc ici, une vidéo pour vous montrer en quoi ça consiste, donc l'ablation par cathéter. Donc je voulais juste aussi préciser, ce sont des questions qu'on me pose,
Ces procédures sont des procédures mini-invasives, donc ce n'est pas des procédures à cœur ouvert où il y a plein de sang et plein d'organes qui pullulent de partout. Donc pour ceux qui hésiteraient voilà, à se... et aussi, je ne travaille pas dans les urgences. Ça aussi, on pose comme question si on traite, par exemple, des patients qui ont eu un arrêt cardiaque ou autre. Donc oui, on pourrait traiter quelqu'un qui a eu un arrêt cardiaque, mais il est déjà passé par les urgences et puis il arrive juste normalement en semaine, à une heure correcte, dans le lab. Et donc, il sait ce qui va se passer, il sait qu'il va subir une procédure qui a été planifiée à l'avance. Donc voilà, je voulais juste préciser ces deux points. Effective treatment options for patients with heart arrhythmias, where medication can be ineffective or cause negative side effects, which may include fatigue, increased heart palpitations, dizziness, or stomach problems. Catheter ablation is a minimally invasive procedure to treat heart arrhythmias. The goal of the procedure is to restore the heart's electrical signals to a normal heart rhythm. Catheter ablation is a safe procedure performed by a heart rhythm specialist called an electrophysiologist. An electrophysiologist is a cardiologist who has completed specialized training for diagnosing and treating heart arrhythmias. During a catheter ablation procedure, a thin, flexible tube, or catheter, is placed through a small incision in the leg, where it's then advanced up through a vein and into the heart. There are two phases during a radiofrequency ablation, mapping and ablation. During mapping, an electrophysiologist creates a three-dimensional image of the heart using specialized catheters in order to identify the area of abnormal electrical signals which may be causing the arrhythmia. In the second phase, ablation, the electrophysiologist directs a catheter to the targeted areas and delivers radiofrequency energy in order to create a small scar within the heart muscle. This will then block the faulty electrical impulses and restore normal electrical pathways in the heart. After the procedure, it's typical to resume normal activities within 3 to 5 days. The main benefits of catheter ablation are reduction of symptoms and an improvement in quality of life without the side effects often associated with medications alone. Donc là, je voulais vous montrer mon écran de travail. Donc quand je suis en salle de contrôle avec le médecin qui est donc en salle d'opération, notre écran d'ordinateur ressemble à ceci. Donc voilà, c'était vraiment juste pour vous montrer parce que la plupart des gens ont du mal à s'imaginer qu'est-ce qu'on fait exactement et voilà. Donc dans la vidéo, on voit le cathéter qu'on appelle diagnostic, créer la carte 3D. Non. Bon, je voulais rejouer la vidéo, mais donc qui crée donc l'anatomie en 3D et les couleurs qu'elle rajoute par-dessus sont au moment où on analyse en fait les signaux électriques. On crée une carte en colorimétrie pour essayer d'interpréter ce qui se passe dans le cœur. Donc, je ne vais pas jouer cette vidéo parce que je n'ai pas envie de retourner sur YouTube. Mais en gros, je voulais vous montrer un cas pratique, puisque finalement, on est entre médecins et ingénieurs, donc normalement, tout le monde devrait comprendre. Donc, juste pour vous expliquer, dans la première vidéo, je voulais juste faire un petit récapitulatif sur ce qu'est le rythme sinusal. Donc, le rythme sinusal, normalement, débute dans l'oreillette droite, qui est ici, donc part du nœud sinusal et ensuite va se propager à travers l'oreillette, va aller vers l'oreillette gauche et aussi vers les ventricules droit et gauche. Donc ça, c'est ce qui se passe normalement. Et donc ici, à droite, ce qu'on voit, c'est l'oreillette droite. Donc avec un peu d'imagination, donc ceci, c'est l'oreillette droite. Et le trou qu'on voit au milieu, c'est la valve tricuspide, donc qui va de l'oreillette droite vers le ventricule droit. Donc là, sur cette image, on sait déjà donc qu'il y a un problème et on voit qu'il y a une conduction qui est anormale. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord créé l'anatomie du cœur en 3D. Et ensuite, on a analysé avec le cathéter qui se balade dans cette chambre tous les signaux électriques. Donc, à chaque battement de cœur, on a une certaine référence fixe et on annote le signal électrique qu'on mesure par rapport à cette référence. Et comme ça, on va voir si ce signal est plutôt un peu plus tard ou vraiment plus tard que cette référence. Et ça va nous donner une idée de comment finalement le signal s'est propagé à travers la chambre, donc l'oreillette.
Donc, on a mis les couleurs, c'est pas juste pour faire beau. Le signal, les couleurs rouges représentent les signaux très précoces, et ensuite, on fait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, on passe à jaune, orange, vert, bleu, bleu foncé, mauve, rose, pour voir les signaux qui sont plus tardifs. Donc, ce qui veut dire qu'on commence ici, et ensuite, le signal passe par là, et par là, et par-ci, par-ci. Et quand je vais activer la vidéo, on voit qu'il y a des flèches tourne. Et donc, ça nous indique bien qu'en fait, au lieu d'avoir donc le rythme sinusal normal qui se propage du haut, on va dire, vers le bas, vers la valve, on a juste une conduction en circuit autour de la valve. Donc ça, c'est une arythmie typique qu'on traite en procédure. Et donc, l'idée ici, c'est de casser en fait le circuit, il faut l'interrompre pour que le rythme sinusal puisse reprendre le dessus. Donc, une fois qu'on a fait cette carte, on va venir avec le cathéter d'ablation et on va appliquer ces points rouges qui représentent du coup les points d'ablation pour vraiment rompre le circuit. Parce qu'en fait, en tuant ces cellules, on les brûle et donc on crée un tissu cicatriciel qui évite aux signaux électriques de passer à travers. Et donc, normalement, si tout se passe bien, à la fin, le patient repart en rythme sinusal et guéri. Donc maintenant, ce que moi je fais, donc je suis support clinique et notre job est axé vraiment sur 3 grands pôles. Donc il y a tout d'abord le support qu'on donne quotidiennement donc, aux médecins. Donc on travaille dans les hôpitaux et on a un contact direct avec les médecins, les infirmiers, les anesthésistes, etc. Et donc on voit bien qu'on a un impact direct aussi sur la vie du patient qui rentre dans la salle d'opération et qui est traité en direct. Donc, le support qu'on donne est autant clinique. On aide les médecins à interpréter ce qu'on voit. Donc, c'est pour ça que la partie biomédicale dans ingénieur biomédical est assez indispensable. Et il y a aussi tout le support technique, donc tout ce qui est hardware, les machines, etc. On s'en occupe aussi parce que c'est le rôle de l'ingénieur et c'est pas le rôle ni du médecin ni des infirmiers de commencer à toucher aux câbles, aux machines, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment la partie très pratique. Ensuite, il y a tout ce qui est formation, éducation. Donc, on organise des conférences, des présentations, des formations aussi pour tout le corps médical à propos de nos produits, du software, des avancées qu'on a faites, des nouvelles façons de travailler. Mais ensuite, il y a aussi la formation de nous-mêmes, les supports cliniques même. Donc, c'est ça aussi un avantage de travailler, par exemple, chez Johnson & Johnson. Il y a le budget derrière qui permet de nous former vraiment à ce job-là. Donc ça, c'est pendant 6 mois qu'on est formé à ce qu'on va faire vraiment en vrai par la suite. On part aussi à l'étranger pour cela. Et avant de toucher aux machines solo, on suit aussi nos collègues dans les hôpitaux pour voir comment eux le font avant vraiment de toucher au truc. Et puis finalement, il y a la partie stratégique et vente. Parce qu'il faut être à l'écoute de ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe dans le marché, ce qui se passe chez les concurrents. Il faut essayer de continuer à vendre nos produits aux médecins selon leur profil et selon ce dont ils ont besoin. On participe aussi aux essais cliniques et on soutient le lancement des nouveaux produits parce que finalement, on est la première personne qui a le contact avec le médecin pour pouvoir lui en parler ou pouvoir faire la pub ou la promo de nos nouveaux produits. Ensuite, juste, je voulais vous montrer l'équipe. Quand je disais petite équipe dynamique, etc. Donc, on est à peine une trentaine chez Biosense en Belgique. Je ne sais pas si c'est clair. Moi, je trouve que c'est assez clair, mais on a l'air tous assez jeunes. Moi, j'aime bien. Je trouve ça cool. On n'arrive pas dans la grosse entreprise gérée par, excusez-moi, mais des vieux. Et voilà, moi, je trouve que c'est très enthousiasmant et je trouve que c'est challengeant. On a tous la niaque de vouloir travailler et faire notre mieux et d'avancer. Donc voilà, personnellement, je trouve que c'est un gros plus quand même. Et au moment d'appliquer pour ce job, ça m'a aussi vraiment, ça m'a aidé à prendre ma décision parce que je me suis dit, ça va, je me perds pas dans un énorme truc qui est Johnson & Johnson, quoi. Je vais finir avec une dernière vidéo qui suit une journée typique d'un de mes collègues. Voilà, et après cela, ce sera fini pour moi. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez venir vers moi ou mon collègue qui est là aussi. Donc voilà, je vais venir avec ceci.
My daily activity takes place in the cath lab, whereas all the procedures with patients who suffer from arrhythmias. Each day is different, which is really a plus for me because I like the variation and the excitement that comes with it. I strongly collaborate with physicians and nurses that I work with, who have also become my colleagues, so it's not only a product that we're selling, but we're even offering expertise and support. It really creates a partnership with them. On top of that, we're not only helping the physicians and nurses in our role, we're also making a difference in improving patients' lives. That's the most appealing part of the job for me, that you immediately see the results of what you've been doing, and knowing that every day you help multiple people is really satisfying. No day is really the same, as we're working in a highly innovative environment with the newest technology. So there are always new and exciting technological developments to work with. Il est vraiment enthousiaste, hein, juste avec le masque. Cette fois. Voilà, merci beaucoup pour ta réponse. Merci. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, mais n'hésitez pas à poser des questions pour l'exposé d'Élise ou sur l'exposé précédent. Je ne sais pas s'il y a des questions, des commentaires, des remarques. Tout le monde a envie d'aller au drink, c'est ça? Donc, peut-être deux petites annonces, parce que je viens d'avoir en direct le fait que le biomédical, c'est vraiment multidisciplinaire. Et donc, on a accueilli cette année une mémorante de Solvay qui a fait un travail de fin d'études qui s'intitulait l'impact environnemental d'un dispositif jetable. Donc, elle avait pris comme sujet l'endoscope jetable qui s'appelle Embout, parce que de plus en plus, on parle d'endoscope jetable. Alors, on essaye quand même de réduire ceci parce que, point de vue environnemental, c'est pas très bon. Et donc, on essaie de mettre au point un système de mesure de cet impact environnemental. Et donc, il y a la proclamation de Solvay en parallèle à cet événement ici. Et elle a gagné le prix du meilleur travail de fin d'études grâce à effectivement cette collaboration, je pense, entre ingénieur médecin et maintenant ingénieur Solvay. Et en plus, elle est inscrite en BA3 ingénierie biomédicale cette année-ci. Donc, on va la récupérer de la force. Et alors, une autre annonce, c'est que on voudrait continuer l'année prochaine un événement tel que celui-ci, mais on voudrait un peu l'étoffer parce qu'il me semble qu'avec les contacts qu'on a avec les jeunes diplômés, ils ont un peu de mal à identifier en fait les différentes sociétés qui sont actives dans le biomédical. Je crois qu'on n'a pas de mal à identifier Johnson & Johnson, mais il y a beaucoup de petites entreprises aussi dans le biomédical. Et donc, on va essayer de mettre sur pied une espèce de job fair, mais uniquement pour les petites entreprises biomédicales. Je pense que ce sera utile pour les étudiants en fin de cycle qui cherchent à la fois des stages et puis un emploi d'aide. Et donc, oui. Donc, il me reste à vous remercier d'être venus aussi nombreux ce soir et maintenant, nous allons migrer vers UA1 pour le drink de coutume chez nous en biomètre. Et je vous remercie pour votre attention.